Il est 13h ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité en Birmanie, à l'issue d'un procès fleuve, l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été condamnée à 4 ans de prison par la junte. D'autres peines devraient suivre. L'Union européenne condamne ce verdict et dénonce une condamnation politique. En France, alors que la 5e vague de Covid déferle sur le pays, un conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui. La vaccination des enfants est à l'étude. Et puis l'Italie, face aussi à une flambée de nouveaux cas, instaure dès aujourd'hui un super pass sanitaire. Il favorise, vous le verrez, les personnes vaccinées. Nous irons à Rome retrouver Natalia Mendoza, notre correspondante. L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, 76 ans, a donc été condamnée à 4 ans de prison, un verdict sévère pour la prix Nobel de la paix qui avait été renversé par la junte en février dernier. Alice Broja. Après 10 mois passés en résidence surveillée, un premier verdict est tombé pour Aung San Suu Kyi. À l'issue d'un procès à huis clos, l'ex-dirigeante birmane, âgée de 76 ans, a été condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. L'ancien président birman, Win Myint, a lui aussi été condamné à la même peine. C'est la première sentence prononcée contre l'ancienne chef du gouvernement civil. Depuis le coup d'État militaire de février dernier, la junte a accumulé les accusations contre elle, dont la violation de la loi sur les secrets officiels, la corruption et la fraude électorale. Aung San Suu Kyi risque au total 102 ans de prison. Une condamnation dénoncée par Amnesty International. Les lourdes peines infligées à Aung San Suu Kyi sur la base de ces accusations bidons sont le dernier exemple en date de la détermination de l'armée à éliminer toute opposition et à asphyxier les libertés en Birmanie. Malgré la répression, des manifestants pro-démocratie continuent régulièrement de demander la libération d'Aung San Suu Kyi. Comme dimanche à Rangoon, des militaires ont foncé sur le rassemblement, faisant 5 morts et 15 blessés selon un média local. Dans la soirée, des centaines d'habitants ont tapé sur leurs casseroles depuis leurs fenêtres en signe de protestation. Selon une ONG locale, plus de 1300 civils ont été tués et plus de 10 000 arrêtés depuis le coup d'État. Sur le front à présent de la pandémie de Covid-19 en France, je vous le disais en titre, la 5e vague continue de déferler. Hier, plus de 40 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. Certains hôpitaux ont déjà réactivé le plan blanc. Alors pour tenter d'enrayer la propagation du virus, un conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui avec au menu notamment la vaccination des enfants. Jules Boiteau. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis à l'issue du conseil de défense sanitaire ? A priori, pas de reconfinement ni de retour du couvre-feu, mais des pistes seront débattues pour freiner l'épidémie. Parmi elles, une forte incitation au télétravail, une mesure réclamée par les médecins. Ça peut avoir un impact non seulement sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports en commun. Y aura-t-il de nouvelles jauges ? À 3 semaines de Noël, les centres commerciaux et les restaurants s'inquiètent. À Bordeaux, par exemple, les restaurateurs sont pessimistes. Pour le Nouvel An, c'est mal parti. J'ai déjà prévenu mon personnel en disant qu'à mon avis, le 31, on ne le fera pas. On a beaucoup d'annulations, notamment les touristes, mais aussi les écoles qui annulent un par un. Faut-il s'attendre à un retour généralisé du masque en extérieur ? Certaines villes l'ont déjà anticipé. Masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées et sur les marchés comme ici à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. C'est un peu dur à encaisser parce qu'on s'est quand même fait vacciner 1 fois, 2 fois. Là, il va falloir faire un rappel. Ça ne me dérangerait pas de mettre le masque un peu partout si c'est pour protéger autrui. Qu'en sera-t-il à l'école ? L'idée d'anticiper les vacances de Noël n'est pas écartée selon le ministère. Les syndicats enseignants, eux, préféreraient revenir à un protocole plus strict. Pour le moment, nous souhaitons fermer la classe dès le premier cas de Covid pour éviter la contamination dans les classes. Trouver des mesures efficaces, sans trop contraindre ceux qui ont accepté de se faire vacciner. Pour le gouvernement, c'est un travail d'équilibriste.
Une 5e vague qui frappe aussi l'Italie, malgré un taux de vaccination important dans le pays. Alors pour tenter de sauver les fêtes de fin d'année, le gouvernement italien met en place à partir d'aujourd'hui un super pass sanitaire. Un super pass qui va rendre la vie difficile pour les non-vaccinés. À Rome, on retrouve Natalia Mendoza, notre correspondante. Il s'agit clairement de limiter fortement la vie sociale des personnes qui ne sont pas vaccinées, puisque ce pass sanitaire renforcé sera délivré uniquement aux personnes vaccinées et guéries du coronavirus. Il sera requis pour entrer à l'intérieur des restaurants, des discothèques, pour aller voir des spectacles ou participer à des fêtes ou à des cérémonies en intérieur. Les personnes non vaccinées ni guéries du coronavirus devront présenter un test de Covid. S'il est négatif, elles pourront quand même accéder à leur lieu de travail ou utiliser les transports en commun. Par ailleurs, la durée de validité du pass sanitaire sera réduite. Elle passe de 12 à 9 mois de validité. Et les Italiens, ils sont plutôt favorables à cette mesure. Effectivement, un récent sondage indique que 7 Italiens sur 10 soutiennent cette mesure. Il reste en tout cas une minorité de récalcitrants qui protestent. Ces derniers jours, on a vu plusieurs manifestations qui ont eu lieu dans différentes villes du pays, des manifestations dans lesquelles on peut voir cette galaxie assez hétérogène composée de négationnistes du coronavirus et d'opposants au vaccin. Mais il ne s'agit pas de manifestations qui paralysent le pays comme cela peut être le cas dans d'autres pays européens. Ici en Italie, il y a auprès de la population italienne la conscience que le vaccin est la clé pour tourner la page de la pandémie et pour sauver les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. En France, le week-end politique était chargé. L'ancien polémiste et candidat d'extrême droite Éric Zemmour a donné son premier meeting de campagne dimanche à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Un meeting avec quelques 15 000 personnes émaillé d'incidents et de violences. Plusieurs militants d'SOS Racisme ont été agressés par des participants. Éric Zemmour lui-même a été blessé au poignet par un homme alors qu'il s'avançait vers la tribune. Le parquet de Bobigny annonce ce matin l'ouverture d'une enquête après ces violences. Et puis, en parallèle, sous la Grande Arche de la Défense, devant plus de 4000 personnes, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à se mobiliser contre les droites. Sur le continent africain, en Gambie, un deuxième mandat pour Adama Barrow. Le président sortant a été déclaré très largement vainqueur de la présidentielle avec plus de 53% des voix. Ses partisans ont célébré sa victoire une bonne partie de la nuit dans les rues de Banjul. Cécile Galuccio. Ils exultent dans les rues de Banjul. Ces Gambiens fêtent la victoire de leur candidat, le président sortant. Lui qui avait promis de ne pas s'attacher au pouvoir comme les anciens chefs d'État, vient d'être réélu pour 5 ans. Et cette fois, ce n'est pas un concours de circonstances. Né dans l'ouest de la Gambie, Adama Barrow étudie dans une école islamique de la capitale. En 1996, 2 ans après la prise de pouvoir de Yahya Jammeh, il adhère à l'UDP, le Parti démocratique unifié. 11 ans plus tard, l'homme d'affaires en est le trésorier. Membre de l'opposition assidu mais discret, il reste dans l'ombre du leader, Ousseynou Darbo. Mais en 2016, le secrétaire général du parti est arrêté. Il faut trouver un plan B pour la présidentielle. Adama Barrow, l'inconnu, passe alors de l'ombre à la lumière. Il fait tomber Yahya Jammeh et met fin à 22 ans de dictature. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude, changer et développer notre pays. Le nouveau président met donc en place plusieurs promesses de campagne. Il stoppe le processus lancé par l'ancien président pour que la Gambie quitte la CPI. Il réintègre le Commonwealth, retire l'étiquette d'État islamique au pays et affirme souhaiter de nouvelles élections dans 3 ans. Sur ce point, il ne tient pas parole. Autre sujet qui lui fait défaut, il avait promis de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Nous n'allons pas enquêter uniquement sur Yahya Jammeh, mais nous allons enquêter sur tout ce qui s'est passé au cours des 22 dernières années. Plus de 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Le mois dernier, le rapport Vérité et Réconciliation remet ses conclusions. Adama Barrow promet une nouvelle fois d'agir. Mon gouvernement étudiera attentivement le rapport pour prendre les mesures appropriées.
Réélu à 56 ans, le président Barrow a encore de nombreux chantiers sur la table, notamment économiques. La Gambie est le 19e pays le plus pauvre du monde. On en vient à ces tensions à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Kiev et les Occidentaux accusent depuis des semaines maintenant Moscou d'y masser des troupes. Moscou qui dément toute intention belliqueuse. Sur le terrain, la situation dans cette région est très tendue depuis l'annexion il y a 7 ans par la Russie de la péninsule de Crimée. Nos envoyés spéciaux Gulliver Krag, Maria Verinkova, Elena Voloshin se sont rendus sur les positions de l'armée ukrainienne à Avdiivka, dans le Donbass. Regardez leur reportage. L'usine à charbon d'Avdiivka a maintenu la ville ukrainienne sur la ligne de front à flot tout au long de la guerre. Ici, on préfère d'ailleurs ne pas parler du conflit. J'essaie de ne pas regarder les nouvelles. La vie est assez dure comme ça. Pourtant, le sud de la ville est dévasté par les combats. L'armée ukrainienne tient ses positions dans les usines en ruine. Ici, les échanges de tirs sont quasi quotidiens. L'ennemi est à moins de 100 mètres. Ils n'ont pas de suite dans les idées. Ils peuvent tirer n'importe quoi, n'importe quand. Pour cet officier, la question d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est caduque. La Russie est déjà en territoire ukrainien. A-t-on besoin d'autres preuves lorsqu'on capture un prisonnier de guerre et qu'il a un passeport russe? Pourtant, ces soldats ne s'attendent pas à une escalade majeure. Ils disent sans arrêt qu'il va y avoir une attaque, que les Russes amassent leurs forces. C'est pour ça que je n'y crois pas. Ils subiraient de trop grosses pertes. La ligne de front dans le Donbass n'a pas bougé de manière significative depuis bientôt 7 ans. Mais la situation reste instable tant que la Russie n'accepte pas l'orientation pro-occidentale de l'Ukraine et l'Ukraine n'accepte pas l'occupation d'une partie de son territoire par les forces du Kremlin. À 5 km de la ligne de front, New York, une ville bel et bien ukrainienne. Et les membres de ce centre communautaire qui, tout comme les Américains, s'inquiètent de la concentration des troupes russes à la frontière. Avec ce qui se passe, entendre que ça risque de devenir encore pire, c'est dur. 7 années de guerre déjà, c'est dur. Et maintenant, nous sommes conscients que ça va durer encore très longtemps. On en a pour toute notre vie. Dans cette ville, les derniers bombardements sur les quartiers habités remontent à 2019. Et enfin, on va partir en Indonésie, sur l'île de Java. Le volcan Semeru a de nouveau projeté des cendres ce lundi, alors que les recherches se poursuivent déjà pour trouver des survivants après une éruption spectaculaire ce week-end. Plusieurs villages, vous allez le voir, ont été dévastés. Un dernier bilan fait état d'au moins 15 morts. C'est un nouveau nuage de cendres qui s'élève dans le ciel de Java. Ce lundi, 2 autres explosions ont eu lieu sur le volcan Semeru en Indonésie. Le même qui 2 jours plus tôt avait recouvert les terres alentours de cendres et provoqué la mort de plus d'une dizaine de personnes. Les autorités demandent aux habitants de rester très prudents. L'alerte pour le mont Semeru est toujours au niveau 2. À ce niveau-là, les gens doivent être plus vigilants car la menace potentielle est toujours très présente. Dans la région, à l'est de l'île, le sol était encore chaud dimanche. Des dizaines d'habitations et de véhicules ont été ensevelis, ce bétail sauvé de justesse. Plus de 1300 personnes ont dû être évacuées et relogées dans des abris temporaires, mais certains n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Les secours ont évacué 10 personnes qui étaient coincées dans une mine de sable. Dans des conditions très difficiles, leurs recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres survivants.